la présentation, c'est sur ce soir, c'est le jeudi du 35, c'est sur les aides à l'emploi, sur sur le contrat de travail, sur les OPCO et sur les aides financières. Donc les différents intervenants, il y a, je fais activer mon truc. Je l'ai noté. Alors, pour le contrat de travail, ce sera Cécile Moni d'UXDOS. Bonsoir à Cécile, si elle est sûrement présente. Là, je ne la vois pas à l'écran, mais elle est sûrement par là. Pour ce qui est Bonsoir. des voilà, bonsoir. Pour ce qui est des OPCO, la présentation sera faite par Corinne Malabeuf, qui est de l'AFDAS. Alors l'AFDAS, j'ai été me renseigner, c'est des assurances formation des activités du spectacle, dont je suppose que le sport fait partie. Voilà, parce que c'est un vrai spectacle aussi sur les terrains. Parce que bon, les termes, des fois, ne disent pas grand-chose à tout le monde. Donc, les OPCO, c'est opération de compétences et ça a remplacé les OPCA. Je ne sais plus ce que ça voulait dire d'ailleurs. Voilà. Et puis pour les aides financières, ce sera présenté par Romy Charles, qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir sur d'autres visios. Voilà, donc merci aux trois intervenantes féminines de donner du temps pour le comité 35 et puis surtout pour les clubs qui sont à la demande d'informations sur un domaine qui est important et difficile à gérer, qui est les aides à l'emploi. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne réunion visio. N'hésitez pas, quand vous avez des questions à poser, de le faire par le chat. Hein, je crois que c'est Rosen qui va s'occuper de gérer ça, je crois. Hein. Tout à fait. Et puis Bonsoir voilà, à donc, tous. voilà, donc je laisse la parole. Alors, je ne sais pas qui reprend la main pour l'instant. Est-ce que c'est Anaël ou Rosen avant de commencer? Oui, je vais juste reprendre la main. Si les Merci. personnes, tout le monde peut donc pardon couper le micro et je vais passer la main de présentation. Donc, bonsoir à tous. Donc, par rapport à la demande, nous allons d'abord voir les diplômes et l'application donc concernant le ministère de la Jeunesse et des Sports par rapport aux cartes professionnelles des éducateurs sportifs. Alors, je suis désolée, il y a un décalage. Voilà, donc vous savez qu'en France, nous avons l'application d'un code de sport supplémentaire par rapport à la Convention collective nationale du sport. Et que dit ce code du sport? Qu'il s'agit donc d'encadrer contre rémunération et pour cela, il faut être titulaire de diplôme. Donc, je vous ai mis dans le diaporama différents liens qui vont pouvoir vous permettre de consulter les diplômes qui sont à votre disposition par rapport aux animations que vous faites au sein de votre club. Alors, je suis partie de votre fédération, hein, ce que je suis allée voir sur le site de votre fédération. Donc, ici, je vous ai mis le premier lien qui concerne tous les diplômes qui sont obligatoires par rapport à l'enseignement contre rémunération dans les activités. Donc, alors je ne sais pas si ça va s'ouvrir.
Donc là, vous allez avoir vraiment toute la liste de tous les diplômes. Donc, voilà, et pour vous, ça va être trop détaillé par rapport aux diplômes qui existent. L'important, c'est de voir par rapport à votre fédération quels sont les diplômes requis selon les niveaux que vous allez pratiquer. Alors, après, vous avez au sein de votre fédération la liste détaillée des différents métiers que vous pouvez avoir au sein de vos clubs. Donc ça, c'est quelque chose que votre fédération a travaillé dessus. Donc par rapport aux métiers que vous avez au sein de vos clubs, il est indiqué la formation correspondante et les diplômes que vos éducateurs sportifs doivent passer. Donc des BP, des DE ou CQP. Voilà. Donc ça, vous allez retrouver tous les liens sur le diaporama et le diaporama vous sera transmis par le comité de basket directement. Suite à ça, vous aurez les parcours de formation. Donc, toujours pris au sein de votre fédération. Hein, donc, si vous entraînez, le temps de l'entraînement et les diplômes quand vous serez rémunération et les diplômes que vous devez avoir bénévolement. Et vous vous apercevez que en dessous du CQP et du PPGEPS, il ne peut pas avoir de rémunération au sein de vos clubs. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que vous vérifiez donc, que votre éducateur sportif a bien une carte professionnelle. Alors, pour obtenir une professionnelle, l'éducateur sportif doit s'inscrire sur le site. Et vous, en tant qu'association, vous pouvez vérifier aussi que votre éducateur a bien sa carte professionnelle. Donc ça, ce site qui a été mis en place par le ministère des Sports est accessible. Donc cette partie-là concerne l'éducateur sportif pour qu'il paye son compte pour obtenir sa carte professionnelle. Et vous, en tant qu'association, vous pouvez consulter, vérifier votre éducateur sportif est bien diplômé et jusqu'à quelle date sa carte professionnelle est valide. Alors, j'ai eu l'autorisation de Madame Savin pour vous montrer et on va aller voir sa carte professionnelle. Voilà. Donc, son nom apparaît avec son numéro de sa carte professionnelle et en consultant, donc, on va pouvoir voir que Rosen a un BE1 basket, un BE APT, activité pour tous, et que sa carte professionnelle expire le 26 avril 2021
Donc, chaque éducateur, quand la date arrive, reçoit un message de la DDCSPP pour l'informer qu'il faut procéder à un renouvellement de sa carte professionnelle. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par rapport à votre éducateur sportif. Normalement, vous êtes censé afficher dans les salles de sport une photocopie de la carte professionnelle et une photocopie du diplôme. Il est vrai que ce n'est pas forcément facile de le faire puisque ce sont généralement des salles de sport publiques, mais à tout moment, il est possible qu'une personne de jeunesse et sport vienne contrôler les diplômes de votre éducateur sportif. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à cette partie-là concernant les diplômes et l'information importante que Varier respecte bien les conditions pour pouvoir enseigner contre rémunération. Est-ce qu'on peut déjà intervenir très rapidement là-dessus? Oui, il n'y a pas de souci. Des petites infos, donc on a bien compris qu'il fallait soit un DE, soit un BE, un brevet d'État, un BPGEPS aujourd'hui, donc anciennement BESAPT, comme vous pouvez le voir sur ma carte d'identité. Il y a aussi des BPGEPS option basket. Renseignez-vous aussi fortement avec les BPGEPS sport pour tous, parce que quand vous embauchez un éducateur sportif qui fait du perfectionnement basket, faut être très très vigilant à son contrat de travail, ça c'était une chose. Et par rapport au CQP, encore jusque-là, ils avaient le droit d'avoir un peu moins de 500 heures, je crois, à l'année. Vu avec François Brisson, c'est 10 heures par semaine sur 36 semaines. Ça va probablement changer, donc c'est pour ça qu'on reviendra vers toi, Cécile, on reviendra vers les clubs pour vous dire tout ça. Et par rapport aux cartes professionnelles, donc tous les 5 ans, effectivement, on reçoit ce que tu as bien dit. Donc, il y a des petites choses à donner quand même. C'est pour ça qu'il faut anticiper, parce qu'il faut un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques et sportives. Il faut aussi joindre des petites pièces. Donc, n'attendez pas et ne faut pas que les éducateurs attendent au dernier moment en fait pour revalider leur carte. C'était juste une petite précision. D'accord, tout à fait. Alors, nous allons passer sur la deuxième partie donc, de mon intervention qui concerne les contrats de travail. Donc, dans la Convention collective nationale du sport, il y a différents contrats de travail. Donc, il y a le premier contrat de travail que nous connaissons, qui est le CDI intermittent à temps complet. Donc, c'est quelqu'un qui fait 35 heures sur 52 semaines, donc qui est embauché toute l'année. Sur ces 52 semaines, bien sûr, il y a 5 semaines de congés payés. Et la structure peut choisir de soit appliquer une annualisation du temps de travail avec une modulation ou alors d'effectuer les heures 35 heures toutes les semaines. Donc, si vous choisissez d'appliquer une modulation, on a une diminution du nombre d'heures travaillées qui permet grosso modo d'avoir 3 jours de récupération par rapport à la modulation, puisqu'il y a des périodes hautes et des périodes basses sans déclencher des heures supplémentaires pour cette partie-là. Donc ça, c'est le contrat, je dirais, le plus simple qui se passe à partir du moment où la personne est employée sur l'année à temps complet. Vous avez le deuxième contrat qui est similaire, qui est le CDI à temps partiel. Donc, c'est quelqu'un qui travaille toujours sur 52 semaines, mais qui fait moins de 35 heures par semaine. Donc 37 semaines, 47 semaines d'activité, possibilité d'une modulation aussi du temps de travail,
Par contre, celui-ci est beaucoup plus réglementé que le CDI à temps plein et il ne permet pas d'avoir 2 semaines à 0. Il faut toujours un minimum de travail sur les 47 semaines d'activité. Alors, il existe un troisième style de contrat de travail qu'il ne faut pas donc confondre avec le CDI à temps partiel, c'est le CDI intermittent, le contrat à durée intermittent, qui permet du coup d'alterner des périodes de travail et de périodes non travaillées. Donc, au départ, ce contrat avait été signé sur une période de 36 semaines seulement, qui concernait donc le fait de travailler que sur les semaines scolaires. Donc, il y a eu une négociation entre les syndicats employeurs et les syndicats salariés pour pouvoir accroître ce nombre de semaines. Donc là, en utilisant ce contrat de travail-là, on peut aller jusqu'à 42 semaines d'activité. Alors, je ne parle pas des congés, hein, c'est vraiment 42 semaines d'activité. Par contre, au-delà de la 37e semaine d'activité, il y a des majorations qui doivent s'appliquer et on peut aller jusqu'à 35 heures par semaine. Donc, grosso modo, ce contrat est utilisé pour les structures qui ont 36 semaines d'activité pendant les périodes scolaires et qui organisent environ 1 semaine de stage pendant les petites vacances. Et ce contrat est donc appliqué et le nombre d'heures est majoré de 10% pour tenir compte des congés payés. Et après, donc ce qui donne un nombre d'heures annuelles est divisé par 12 mois pour avoir un salaire annualisé et payé tous les mois. Donc, il faut bien faire, quand vous faites le choix d'un contrat entre le CDI temps partiel et le CDI intermittent, c'est le nombre de semaines d'activité travaillée qui vous déterminera quel contrat il faut appliquer. Alors, il reste comme contrat de travail le CDD, le contrat à durée déterminée. Donc, dans la convention collective du sport, il existe, mais c'est un contrat d'exception. Et il est utilisé dans seulement des cas de remplacement, donc maladie, maternité, congé de paternité, etc. Lors d'un accroissement temporaire d'activité, mais pas sur une saison scolaire sportive. Et il est aussi utilisé dans les contrats aidés. Donc, vous avez les contrats d'apprentissage, vous avez les contrats de ce qu'on faisait, et il en reste encore les CUI, CAE. Dans ce cas-là, on utilise le CDD. Mais sinon, il faut vraiment passer en contrat à durée indéterminée au sein de vos structures. Et le CDD, il peut être à temps plein ou à temps partiel, mais sur la période du contrat. Et il n'existe pas le CDD intermittent. Voilà. Donc, après, on passera aux questions. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'une fois que vous avez rédigé votre contrat de travail, il existe aussi la fiche de poste. Donc, par rapport à la fiche de poste, j'ai réussi à trouver un modèle qui a été rédigé par un club de basket, où il vous montre comment présenter une fiche de poste. Alors là, donc j'ai trouvé que c'est un entraîneur de basket et un agent de développement. Donc, il y a bien les différentes missions. Donc, cette personne-là, en l'occurrence, avait des missions sportives, des missions de développement, des missions administratives.
Et après, par rapport à la classification sous la convention collective du sport, il faut juger l'autonomie, la responsabilité et la technicité. Et selon donc ces différentes catégories, on ira placer la personne sur la grille, tout en sachant que à partir du moment où on est éducateur sportif, le minimum, c'est le groupe 3. Donc, je vous ai mis un commentaire sur cette fiche de poste où il est indiqué, donc elle doit dater parce que 9,67 €, donc c'est même pas le SMIG. Donc, ici, dans notre convention collective, donc au 1er janvier 2020, puisque ça n'a toujours pas été augmenté, on est à 11,43 € au taux horaire brut d'un temps plein pour un éducateur sportif sous la convention collective du sport. Voilà. Pour les salariés à temps partiel, selon le nombre d'heures effectuées, il y a une augmentation du taux horaire. Donc, il y a 3 niveaux dans la convention collective, ceux qui font moins de 10 heures semaine, ceux qui font entre 10 et 24 heures semaine et ceux qui font plus de 24 heures semaine. Donc, dans ces cas-là, il y a l'application pour les CDI temps partiel. Par contre, pour le CDI intermittent, qui n'est pas un CDI temps partiel, on ne rentre pas dans le calcul du taux horaire modifiable. Et donc, c'est le taux horaire du premier groupe de comme si c'était quelqu'un à temps plein qui s'applique. Voilà donc du coup ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est pas précisé en détail, hein, puisqu'on n'avait pas eu le temps de vous donner plus en détail les informations. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et après, s'il y a d'autres questions ultérieurement, on pourra y répondre par mail, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une différence entre une fiche de poste et une fiche de mission, Cécile, s'il te plaît? Alors, la fiche de poste, elle est générale, hein, c'est par rapport à le contrat de travail au départ. Elle contient les missions automatiquement, mais elle intervient aussi sur comment on est en autonomie et en responsabilité, alors que la fiche de mission, finalement, elle est précise que sur les missions qu'on propose. Et il est vrai que peut-être que la fiche de mission, elle est peut-être renouvelée plus souvent que la fiche de poste. Merci. Par rapport aux journées de repos, alors nous, on a connu la convention socioculturelle. Aujourd'hui, on est sur la convention. On parle maintenant de la convention collective de l'éclat. On ne parle plus de l'animation. Avant, on disait animation socioculturelle. Après, on était passé à l'animation. Et maintenant, c'est la convention collective de l'éclat. D'accord. Par rapport aux journées de repos, c'est comme le code du travail. On ne peut pas faire plus de 6 jours, il me semble. Alors, voilà, c'est ça. Donc, on est sur un maximum de 6 jours par semaine. Mais du lundi au dimanche. Donc, si on part en compétition samedi, dimanche, alors qu'habituellement, peut-être c'était notre jour de repos le dimanche, il faut anticiper et donner une journée de congé avant et pas après. C'est important. Il y a une question de Bernard ou une interrogation. Alors, Bernard, il est encore sur la convention animation. Bernard, je vois. À toi, Bernard. J'allume. Alors,
Le dinosaure de la SPTT. Ceux qui sont sous la convention de l'éclat, normalement non, eux, ils ont 2 jours de congé consécutifs et pas un jour comme le sport. Mais quand on embauche un éducateur sportif pour faire du perfectionnement, il peut être encore sous la convention de l'éclat. Quel est le risque pour les responsables? Alors, donc la convention collective du sport a vu, on a eu sa naissance en novembre 2006. Donc, pour les structures qui étaient à ce moment-là sous la convention de l'animation, avaient le choix de rester soit sur l'animation, soit de passer sous le sport. Mais donc, il y a certaines structures qui ont choisi de rester sous l'animation et de ne pas passer sous le sport. Après, on peut revenir sur ce choix-là et de choisir la bonne convention collective. Mais il y a certaines choses qui ne pourront pas changer, notamment les pourcentages de taux de retraite et de prévoyance qui sont plus forts sous la convention collective donc de animation éclat que le sport. Mais je crois qu'il parle tout seul, Bernard. On ne t'entend pas, Bernard, si tu veux parler. Juste une dernière question, c'est par rapport aux entretiens annuels. Est-ce qu'il y a des obligations? Alors bon, il vaut mieux avoir des entretiens régulièrement, mais je sais que malheureusement, certains bénévoles, c'est compliqué, on n'a pas forcément le temps. Est-ce qu'il y a des obligations avec un entretien au moins individuel par année sportive? Alors, ce qui est obligatoire maintenant, c'est, mais peut-être que comment la personne de l'AFDAS va vous en parler, ce sont les entretiens professionnels qui ont lieu tous les 2 ans, qui sont différents des entretiens annuels. Et là, il y a tout un document à remplir pour voir. Alors, l'entretien annuel, on est plus sur comment s'est passée la saison, quels sont les objectifs de la saison prochaine, etc. Alors que sur l'entretien professionnel, on est surtout sur des parcours de formation et qu'est-ce qu'on veut faire pour mettre en place d'autres améliorations par rapport à son parcours professionnel en formation. Ce sont 2 choses différentes. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Corinne Malabeuf, bonsoir. Oui, je me permets d'intervenir. Effectivement, je n'ai pas prévu dans la présentation de parler des entretiens parce que ça fait beaucoup de sujets. Mais oui, je confirme que les entretiens annuels, eux, sont possibles, mais ne sont pas obligatoires. À l'inverse, les entretiens professionnels, eux, sont obligatoires. Ils doivent avoir lieu tous les 2 ans et il doit y avoir un bilan qui doit être fait au bout de 6 années. Voilà, et donc cet entretien bilan doit être prévu avec le salarié, ces entretiens tous les 2 ans également. Et l'AFDAS met à votre disposition un kit d'outils pour mettre en place vos entretiens dans vos clubs respectifs. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet, à taper dans la petite loupe entretien professionnel et vous aurez tous les outils pour mettre ça en œuvre dans vos structures. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci. Merci. Il y a une question de Jean-Paul et puis après, je pense que je vais laisser la parole à Anaëlle. Alors, Jean-Paul du club de Vitré, dans le cas d'un CDI, quelles sont les variations d'horaire maximales entre les périodes hautes et les périodes basses? Alors, si on a un CDI temps plein, on peut aller de 0 et on peut aller jusqu'à 48 heures, je crois, et même plus dans certains cas. Mais il faut définir les périodes hautes et les périodes basses. Et il faut que sur l'année, on ne dépasse pas les 1575 heures travaillées. Donc, je vous fais comment je ne compte pas les 7 heures de la journée de solidarité.
Donc ça, je pourrais donner des informations complémentaires par rapport à cette période s'il s'agit bien d'un CDI temps plein, puisque ce n'est pas la même chose pour les CDI temps partiel. Une question d'Anne-Marie. Quel est le nombre d'heures hebdomadaires minima pour un temps partiel? Alors, si on est sur un CDI temps partiel, selon la nouvelle loi, on est à 24 heures minimum par semaine, sauf si il y a un document signé entre les deux parties comme quoi le salarié accepte de faire moins de 24 heures. Et par rapport au deuxième contrat, le CDI intermittent, comme on a dit qu'on était hors contrat de temps partiel, du coup, il n'y a pas de minimum d'heures. On peut embaucher quelqu'un qui fait 1 heure par semaine, selon le contrat qu'on applique. Une petite dernière chose, est-ce que tu peux rappeler les risques que nous avons en tant que dirigeants quand on rémunère en fait des personnes qui n'ont pas de diplôme? Alors, il faut se mettre sur 2 axes. Au niveau de l'axe social, je dirais URSSAF et autres, vous payez à partir du moment où la personne est déclarée, vous payez vos charges sociales. Vous n'avez pas à avoir, en cas de contrôle, l'URSSAF verra que les charges sociales sont payées. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de redressement. Sur le deuxième axe, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en cas de contrôle de jeunesse et sport, où là, du coup, vous pouvez être pénalisé et avoir eu un montant d'amende assez élevé par rapport à ce manque de diplôme pour vos salariés. Très bien. Bernard, est-ce que tu veux du coup prendre la parole? Est-ce que je suis connecté? On t'entend. Ah, c'est bien. Oui, bah, j'ai juste une petite question, moi, par rapport au CD2I, dans le contexte qu'on connaît actuellement, là, avec les salariés qui sont mis en chômage partiel, En chômage partiel, oui. ouais, on doit bien déclarer, alors ils sont annualisés, évidemment, hein, son temps de travail est annualisé, je parle pour le salarié qu'on a, nous, son temps de travail est annualisé, donc on déclare bien les heures annualisées. Parce que bon, le salarié est bon, on est un peu perdant quand même, parce que sur un mois de mars, par exemple, sur une saison, il va plutôt être sur 35 heures semaine, mais en étant annualisé, il va tomber, je ne sais pas, je vais dire 27 ou 28 heures. C'est bien 28 heures, il faut déclarer, c'est les heures annualisées. Alors, tout dépend comment vous avez fait votre déclaration. Mais vous pouviez déclarer les heures qu'ils auraient. Normalement, ce sont les heures qu'ils auraient dû faire s'ils avaient travaillé. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, pour le chômage partiel, c'est pas une annualisation, c'est les horaires effectivement pratiqués. Ouais, Parce que je alors vois, je ça, vois pas c'est. qu'il aurait dû Ouais, pratiquer, vas-y. quoi. Voilà, c'est normalement les heures qu'il aurait dû pratiquer s'il avait été en activité normale. Ouais. Et notamment pour le CDI intermittent, du coup, s'il n'y avait pas d'activité pendant les vacances scolaires, il faut déclarer 0 heure C'est ça. Oui, oui, non, mais c'est. d'activité. Ouais, Mm. d'accord. Oui, en fonction de la date du chômage partiel, en fait, faut regarder ça de près, quoi. Parce qu'effectivement, pendant les vacances scolaires, à part des stages éventuellement, mais sinon, il y a une coupure. Voilà, Il y a une exactement. obligation de toute façon, parce qu'il doit avoir, je crois, c'est 7 semaines d'intermittence sur l'année. Alors là, toi, tu parles de la convention collective de l'animation. Bah oui, sûrement. Mm.
On va y réfléchir quand même. Hein. Bah, après, il faut voir par rapport au… si je me trompe pas, toi, tu es une section d'une Oui, association. d'une association Donc, omnisport, ouais. Et d'une fédération. ouais, donc il faut voir la globalité de ton association. Ouais. C'est quel chiffre d'affaires est dégagé pour les activités sportives et les activités culturelles et oui, animation et culturelle. Et ce sont le chiffre d'affaires le plus important qui normalement remporte la convention collective. Oui. Donc normalement, c'est celle du sport. D'accord. Mais normalement, voilà, vous auriez dû éventuellement réfléchir à ça en 2006 quand la convention a été signée. Je verrai ça avec mes instances. Très bien. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces explications. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Après, si vous avez la moindre question, enfin plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, il n'y a pas de problème. Cécile, c'est bon pour toi? Oui, d'accord. Je t'enverrai donc par mail les documents. Très bien, merci beaucoup. Merci comme ça, beaucoup. Je le mettrai en ligne. Merci Cécile. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Maintenant, je vais Donc passer là, la parole à Corinne Malabeuf. Je vais juste mettre de quoi. Alors, Corinne, je vous ai laissé la main pour présenter. Normalement, ça devrait être bon. Et alors, j'essaye. Vous me direz si vous voyez ma présentation. Là, c'est bon. On la voit. Ok, d'accord, parfait. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Corinne Malabeuf, je suis conseillère emploi-formation à l'AFDAS. Donc, on a un siège parisien et puis des délégations un petit peu partout sur le territoire. Moi, je suis rattachée à la délégation de Rennes pour la Bretagne. On a une petite équipe de 9 personnes à Rennes et désormais aussi toute la gestion des demandes de sport va se passer à Rennes également. Tout à l'heure, on vous a présenté donc l'AFDAS comme étant un OPCO. Donc effectivement, nous sommes désormais un des 11 OPCO en France. Auparavant, on appelait ça des OPCA. Donc OPCA, ça veut dire organisme paritaire collecteur agréé. Avec la réforme de septembre 2018, nous avons été obligés de nous transformer. Nous sommes devenus des OPCO, donc des opérateurs de compétences. Donc, on va essayer de balayer un petit peu ce soir la formation professionnelle, mais vous expliquer un petit peu le contexte. En fait, vous devenez adhérent à l'AFDAS à partir du moment où vous, à partir du moment où vous adhérez à une branche. Donc là, en l'occurrence, je vais m'adresser aux adhérents de la branche sport. Mais si vous êtes adhérent à Uniformation, par exemple, pour la branche animation, c'est un petit peu le même, c'est un petit peu le même principe qu'avec Uniformation. Je ne me souviens plus du nom exactement de l'autre OPCO pour l'animation, mais ça va être un petit peu la même chose. Donc, on est adhérent à l'AFDAS à partir du moment où on déclare une masse salariale, tout simplement. Voilà. Donc là, ce soir, je vais balayer un petit peu avec vous l'AFDAS, nos rôles, nos missions et ce qu'on peut vous proposer à vous, les acteurs du sport. Alors, on va commencer par, voilà, nous sommes un opérateur de compétences, donc il est important pour vous que vous sachiez que nous sommes l'opérateur de compétences de plusieurs branches d'activité
Et on va dire qu'on est l'OPCO des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, donc là, ça vous concerne, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Donc effectivement, tout à l'heure, ça a été présenté, l'AFDAS à son origine, donc c'est né en 1972, ça voulait dire assurance formation des activités du spectacle, puisqu'on a été créé sous l'impulsion de la branche du spectacle vivant, tout simplement. Mais au fur et à mesure, on a grossi et d'autres branches nous ont rejoints. Voilà, donc on a quand même gardé ce nom-là, puisque c'est ce nom qui nous identifie. Donc voilà pour la petite histoire. Alors nous, en tant qu'OPCO, on a 5 missions principales. Donc, accompagner le développement de l'alternance, donc tout ce qui est contrat d'alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. On accompagne également les entreprises dans le développement de la formation, et particulièrement des petites structures. On accompagne également les branches dans le développement des certifications et on a un rôle sur l'observation de l'emploi. On accompagne évidemment les mutations économiques et on développe l'accès à la formation pour des publics spécifiques que sont nos intermittents du spectacle et les artistes auteurs. Là, je vous ai mis quelques chiffres du bilan de l'année qui vient de s'écouler. Alors, bon, on a plus de 20 000 entreprises adhérentes, voilà, 94% de structures sont moins de 50 salariés, donc ça représente la grosse majorité des structures que l'on gère. 80 000 salariés sont également nos cibles et l'année dernière, 127 millions d'euros ont été engagés pour former près de 33 000 stagiaires et nous avons obtenu 2,2 millions de subventions FNE formation, le dispositif de l'État pour aider à financer des formations pour des salariés qui seraient placés en activité partielle et qui répondraient aux critères de cette subvention FNE qui a quelque peu changé cette année. Voilà, et puis on a financé pas mal de contrats d'alternance, comme vous pouvez le voir, beaucoup de contrats d'apprentissage, quelques contrats de professionnalisation et des soutiens auprès de certains CFA. Voilà pour les chiffres. Alors ici, c'est la perspective 2021. Donc l'AFDAS va accompagner la branche du sport, notamment sur la continuité des projets de la branche. On va aider la branche à cartographier les métiers du sport. Donc j'entendais tout à l'heure parler de fiches de poste, de fiches de mission. Bon, là, vous allez avoir vraiment une définition de tous les métiers dans la branche du sport et ils vont tous être détaillés, métier par métier. Enfin, en tout cas, la plupart des métiers vont être détaillés. Donc, ça vous aidera, ça vous fera une bible pour aller piocher et construire vos fiches de poste peut-être. L'AFDAS accompagne aussi la branche sur les travaux sur les CQP. On a travaillé également à la refonte du catalogue sport. On va en parler un petit peu après. Je vous disais tout à l'heure qu'à Rennes, on a une délégation de gestion. Et donc ça, c'est la nouveauté de 2021. Toute la gestion des demandes des entreprises du sport va être désormais gérée à Rennes. C'est pour harmoniser les pratiques sur tout le territoire. Voilà, c'est, je pense, un peu plus simple comme ça. Et donc, on renforce notre service de proximité. Et puis, écoutez, on vous accompagne aussi pour essayer de mobiliser le FNE formation quand c'est possible. Voilà. Ici, c'est un petit focus sur le calendrier de la collecte. Alors, je ne vais pas développer ce soir, c'est pour que vous l'ayez dans la présentation. Vous voyez qu'il y a des échéances. À partir du moment où on déclare une masse salariale, eh bien, on doit s'acquitter d'une contribution auprès de l'AFDAS qui ne fait que collecter. On est collecteur et on reverse toutes les sommes perçues à un organisme qui s'appelle France Compétences. Mais bon, pour l'instant, on est collecteur. Vous voyez qu'en 2022, c'est l'URSSAF qui prendra le relais. Mais aujourd'hui, c'est l'AFDAS. Et donc, vous voyez qu'il y a des acomptes à prévoir en septembre et un solde en général au moment de la collecte en mars. Voilà, je caricature, mais vous avez le support vous avez le slide sur le support qui sera mis à votre disposition. Un petit focus aussi sur vos taux de contribution conventionnels. Donc vous voyez que ce sont les structures de moins de 11 salariés qui ont les plus gros besoins et donc c'est aussi celles qui contribuent un petit peu plus. Le taux de contribution est un petit peu plus important que pour les autres structures.
Voilà pour les chiffres. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur tout ce qui est notre cœur de métier, donc la professionnalisation, le plan de développement des compétences et la politique conventionnelle de votre branche. Je vous ai mis sur ce slide que les modalités de financement sont valables que lorsque vous avez un accord écrit. Puisqu'à un moment donné, vous appelez, vous avez des informations, surtout en fin d'année, j'ai envie de dire. Mettons, vous appelez en début novembre, on vous dit bah, ça va être bon, allez déposer votre demande. Et si vous faites votre demande 3 semaines après, il est parfois possible qu'on ait des difficultés pour financer. Donc attention, l'AFDAS ne s'engage que sur un accord écrit, en tout cas sur votre espace adhérent. Vous devez attendre la validation de l'AFDAS. Vous me dites si je vais trop vite, hein, j'essaye d'être un peu concise, mais si je vais trop vite, n'hésitez pas. Ici, vous avez un rappel des deux contrats que nous gérons donc, en ce qui concerne l'alternance, donc les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Ce sont 2 contrats d'alternance. Donc, selon les cas, vous pouvez recruter soit par la professionnalisation, soit par l'apprentissage. Il faut comprendre que les contrats de professionnalisation se financent sur des barèmes que vous voyez là sous vos yeux. Donc, selon les cas, vous avez les barèmes. Et que les contrats d'apprentissage, eux, se financent sur un coût contrat, selon un accord de branche. Donc, on ne sera pas sur ces barèmes-là. Quand on a un contrat d'apprentissage, on vous demande le code diplôme de ce contrat d'apprentissage et on va vérifier sur un tableau transmis par France Compétences si la branche du sport s'est prononcée sur cette formation, et si elle s'est prononcée, on va vérifier le montant. Et c'est ce montant-là qu'on appliquera. Voilà. Un petit rappel que sur l'alternance, vous êtes obligé de nommer des tuteurs. Les tuteurs sont obligatoires. Vous avez la possibilité de former ces tuteurs, donc dans la limite de 21 heures. On peut les prendre à hauteur de 15 € de l'heure, hors vos budgets formation. Mais pourquoi c'est intéressant de former vos tuteurs au-delà du fait que voilà, il y aura une intégration, un meilleur accueil, un meilleur suivi pédagogique du stagiaire, mais c'est surtout intéressant parce que vous pouvez aussi prétendre à une prime à la fonction tutorale. Donc ça vient vous aider sur le financement de ce contrat, et vous voyez que la prime à la fonction tutorale, elle est de 115 € par mois et par salarié sur une durée maximum d'un contrat de 12 mois. Voilà, donc les tuteurs obligatoires, une formation tuteur, c'est mieux, c'est financé par l'AFDAS, hors vos budgets, si on est dans le respect des 21 heures et des 15 € de l'heure, et ça vous permet ensuite de bénéficier d'une prime à la fonction tutorale. Alors, on va passer sur vos budgets formation. Donc, il faut comprendre que vous avez 2 niveaux de prise en charge. Vous avez ce qu'on appelle le plan de développement des compétences qui, lui, s'appuie sur un taux légal. Donc, vous avez des forfaits qui vous sont attribués. On fait la différence entre des structures de moins de 11 salariés et des structures de 11 à 49 salariés. La gestion n'est pas tout à fait la même et vous voyez que les budgets ne sont pas les mêmes. Donc, pour les structures de moins de 11 salariés, vous avez un plafond de 3 200 €. Normalement, il n'y a pas de barème horaire qui s'applique, sauf si il y avait une formation qui était vraiment très, très onéreuse, un coût horaire qui serait bien au-delà des coûts moyens du marché. Mais globalement, vous avez 3 200 € par structure. Et compte tenu de la difficulté que nous avons rencontrée avec l'histoire de la TVA sur les entreprises qui n'y sont pas assujetties, il y a un plafond qui sera surélevé à partir du moment où on a connaissance que l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA. À ce moment-là, elle bénéficie, par exemple, si on est moins de 11 salariés, d'un plafond à 3 350 €. Et la même chose pour les structures de 11 à 49 salariés. Le plafond s'ajuste en fonction du fait que vous soyez assujetti ou pas à la TVA.
Voilà, donc ça finance des actions de formation classiques hein, qui répondent à un développement de compétences en lien avec l'emploi de la personne en général. Voilà, donc imputable, obligé quand même de passer par un organisme de formation qui soit bien référencé, aujourd'hui Datadoc et demain Calliope, c'est-à-dire demain au 1er janvier 2022, les organismes de formation devront être référencés Calliope. Ça sera la nouvelle norme en 2022 pour pouvoir prétendre à des financements publics auprès de votre OPCO. C'est l'obligation légale de passer soit par un organisme Datadoc ou soit par un organisme qui a la référence. Alors ça, on a vu le plan de développement des compétences. Maintenant, on va voir la politique de la branche du sport. Donc, la branche du sport, un petit rappel de ce qu'elle souhaite, enfin de ce qu'elle va faire et ce qu'elle fait auprès des entreprises. Voilà, donc les obligations, c'est d'adapter les compétences des salariés à leur poste de travail, évidemment, contribuer au financement de la formation professionnelle, mais surtout, il y a une spécificité à votre branche sport, c'est la nécessité de disposer d'un diplôme pour encadrer une activité physique ou sportive contre rémunération. Donc, ça a été vu tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, c'est vraiment une spécificité de la branche sport que nous avons découvert, puisque ça ne s'applique pas forcément dans d'autres branches. Donc voilà, ça fait partie des obligations. Les enjeux pour la branche du sport, bon, bah, accompagner la professionnalisation et le développement des structures sportives, favoriser l'accès à la profession réglementée, contribuer à l'évolution professionnelle des professionnels du sport tout au long de leur vie et organiser les conditions efficientes de mobilité professionnelle et de reconversion des professionnels du sport. Ça, ce sont les 4 enjeux pour la branche du sport. Alors, votre branche, pour répondre à ces 4 enjeux, a mis en œuvre plusieurs outils. Donc, on va voir les outils sur les actions individuelles, sur les actions collectives. On va faire un petit focus là-dessus. Un appui conseil carrière, là, je vais être rapide parce que ça ne concerne que les sportifs et entraîneurs professionnels. Et puis, vous allez voir que vous avez votre catalogue de branches sport à votre disposition. Et puis, vous avez dans le petit rond orange la mention dirigeants bénévoles, parce que oui, les dirigeants bénévoles peuvent bénéficier de formations dès lors qu'elles sont en lien avec leur mandat de direction. C'est-à-dire que un président de club peut nous solliciter pour des formations pour la direction de son club, pour, je ne sais pas, la communication de son club par exemple, mais ne peut pas nous solliciter pour une formation, par exemple, s'il encadre des jeunes le samedi matin au baby basket, par exemple, il veut se former à l'encadrement d'une équipe de jeunes, et bien ça n'est pas possible dans le cadre des formations pour les dirigeants bénévoles. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser. Alors, on va voir dans le détail. Donc là, on est bien sur les budgets du conventionnel de la branche du sport. Hein. On a vu tout à l'heure que vous aviez un budget à 3200 ou 3008 selon votre taille. Donc ça, c'est un premier niveau de budget. Le deuxième niveau, ça concerne le conventionnel du sport. Donc, vous voyez, on a des actions individuelles, c'est-à-dire que vous pouvez nous solliciter pour vos salariés, pour qu'ils partent en formation. Et dans ce cas-là, quand on bascule sur le conventionnel du sport, eh bien, vous voyez que vous n'avez pas de plafond, mais vous avez des barèmes. Donc, pour toutes les formations qui font moins de 70 heures, on est sur un barème horaire de 40 € de l'heure. Pour toutes les formations qui font plus de 70 heures, eh bien là, vous voyez qu'on a 2 niveaux de prise en charge. Ça varie entre 12 et 18 € de l'heure en fonction du niveau de la formation. Voilà. Donc, vous n'êtes pas limité dans le dépôt de vos dossiers. Vous pouvez faire X demandes. Vous n'avez pas de plafond. Là, vous avez une limite en termes de barème. Et puis, la limite, c'est quand la branche du sport nous dit, voilà, il n'y a plus de budget. Donc, j'en profite pour vous dire que nous, on est sur on a une gestion sur une année civile
Et vous, club sportif, vous fonctionnez sur une saison sportive, donc de septembre à juin. Donc, vous voyez, on n'a pas tout à fait le même calendrier. Tout ça pour vous dire que quand vous, en octobre, novembre, vous êtes en début de saison, nous, on est en fin d'année. Donc, anticipez sur vos demandes de financement parce que novembre, c'est déjà un petit peu tendu au niveau des budgets. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre ce fonctionnement-là. Alors, petite précision donc, sur les bénévoles. Là, vous voyez, les bénévoles peuvent mobiliser ce dispositif. Donc, comme je vous disais, alors, ce n'est pas n'importe quel bénévole, hein, il faut un mandat de direction. Donc, par exemple, vice-président, trésorier ou membre de l'instance dirigeante. Mais uniquement si vous avez des salariés et uniquement pour vous former, vous, les dirigeants bénévoles, sur des formations en lien avec votre mandat. Est-ce que je peux, Corinne, vous poser une question? Bien sûr. Justement, nous, on a une particularité, donc comme pas mal de fédérations, où on développe vraiment des pratiques non compétitives, comme le basket santé, le basket inclusif, le basket tonique. Souvent, en fait, le salarié du club ne peut pas tout faire. Oui. Et en fait, on demande à des bénévoles, effectivement, d'aider au développement. Nous, on a le cas depuis 2 ans où le basket santé commence à se développer. Et en fait, du coup, par exemple, je suis vice-présidente dans un club, j'ai une sensibilité pour le basket santé que je souhaite mettre en place. Ça ne peut pas être pris par l'AFDAS, c'est ça? Non, en fait, c'est la branche sport qui nous donne les consignes de gestion et la branche sport ne peut pas tout financer, donc il y a des choix qui sont faits et ces choix sont ceux-là en fait. Vous pouvez nous solliciter en tant que vice-présidente d'un club, mais pas pour encadrer le baby, enfin le basket santé. Malheureusement, voilà la limite de ça, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous former, mais là, dans ce cadre-là, ça ne marchera pas. Alors peut-être que la solution, c'est vous former. Alors vous, par exemple, c'est Anaëlle qui m'a posé la question, c'est ça? Non, c'est Rosanne. Ah pardon, Rosanne. Excusez-moi, je ne vois pas. Non, Rosanne, vous êtes peut-être salariée d'une structure sportive par ailleurs, je ne sais pas. Non, mais en fait, du coup, c'est pas pour moi, mais il y a eu des cas nous, on a voulu vraiment que les personnes aillent faire sur le département. Moi, je suis salariée au comité, donc on demande effectivement qu'il y ait des formations, et c'est arrivé en fait que des personnes ne puissent pas en fait avoir d'aide et de subventions pour ce genre de formation. Donc en fait, là, j'entends bien que c'est plus des formations pour aider à la structuration du club. Oui. C'est plus voilà. Oui, ok, non, mais c'est clair. Très bien, merci. Clairement. Alors, j'enchaîne. Donc alors là, c'est un petit focus, mais ça ne va pas concerner tout le monde là, les actions collectives. Mais il faut quand même savoir qu'une tête de réseau, par exemple le comité, la ligue, la fédé, peut décider de mettre en place une action de formation. Et donc, elle va nous solliciter, donc en l'occurrence moi sur la Bretagne, puisque je suis la référente sport sur la région Bretagne. Elle me dit, ben voilà, je souhaite mettre une action de formation en place. Et elle me soumet un programme et je vérifie avec elle si on respecte les critères que vous voyez là à l'écran. Donc, une action collective, c'est une formation qui est hors RNCP, qui fait moins de 15 jours, qui exclut les formations à la sécurité, au secourisme, de tuteurs ou de séminaires, etc. Les critères, c'est 6 à 25 stagiaires sur une formation. Ça représente au minimum 2 clubs différents. Et puis, après, on peut mettre en place l'action de formation. Les stagiaires se positionnent sur la formation, mais l'avantage, c'est que c'est la tête de réseau qui porte l'action de formation, c'est-à-dire que c'est la tête de réseau qui fait les démarches administratives vers l'AFDAS, c'est la tête de réseau qui dépose sa demande de prise en charge, et vous, les clubs sportifs et ceux qui se positionnent sur ces formations n'ont pas de démarche administrative à faire auprès de l'AFDAS. Donc c'est quand même, là pour le coup, c'est facilitant pour les clubs qui envoient des salariés en formation. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre, c'est juste pour que vous ayez l'information que voilà, il y a les actions individuelles, mais il y a aussi des actions collectives qui sont possibles et il faut voir avec les têtes de réseau qu'est-ce qu'ils peuvent proposer là-dessus.
Voilà, s'il n'y a pas de questions particulières, je passe dessus. Voilà, c'est juste pour information. Alors, je vous parlais tout à l'heure que l'AFDAS, avec la branche du sport, avait continuait d'utiliser le catalogue sport. Donc, n'hésitez pas à consulter ce catalogue sur notre site, puisqu'il y a des organismes qui se sont positionnés et qui vous proposent des formations à des prix négociés quand même. Donc, il y a 17 thématiques qui sont possibles par le biais de ce catalogue sport. Je vous les ai listés. Donc, on a développement de structure, développement durable, développement de l'offre sportive, du tutorat, du management d'équipe, de l'activité physique et sportive adaptée, prévention et lutte contre les incivilités, contre les discriminations, la communication et les réseaux sociaux, la communication événementielle, les tutoriels vidéo, tout ce qui est analyse vidéo, l'évaluation des risques et le document unique. Donc, toutes ces thématiques-là font partie du catalogue formation. Quand vous allez sur notre site internet, vous allez chercher le catalogue sport et vous cliquez sur les différentes thématiques et vous avez les organismes de formation avec lesquels vous pouvez travailler et vous positionner sur les différents modules de formation. Donc, n'hésitez pas à le consulter ou à en faire la publicité, puisque parfois, dans les structures, pour partir en formation, tout le monde n'a pas forcément l'idée de ce qu'il a envie de suivre comme formation. Ça peut être des sujets intéressants pour ceux qui n'y auraient pas pensé. Voilà pour le catalogue sport. Alors ici, tout à l'heure, je vous disais que la branche sport avait développé un outil aussi pour les sportifs et les entraîneurs professionnels. Cet outil, c'est l'appli Conseil Carrière. C'est pour aider ces sportifs à préparer leur après-carrière, enfin ces sportifs, oui, et puis les entraîneurs. C'est comme un bilan de compétences, en fait, ni plus ni moins, et c'est pris en charge par la branche sport dans certaines conditions. Voilà, donc il faut savoir que ça existe, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, voilà. L'AFDAS travaille aussi à rechercher des subventions pour aider les branches à supporter les dépenses formation. Donc l'AFDAS est positionné sur le FNE formation. Sur le FSE, mais là, ça va moins vous concerner puisque ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Et parfois, on obtient des cofinancements régionaux selon des thématiques particulières. Là, on est particulièrement mobilisé sur le FNE formation lié à l'activité partielle et notamment dans le sport puisque vous êtes fortement impacté. Mais le FNE formation, cette année, doit répondre à un certain nombre de contraintes que je ne vais pas développer là parce que sinon ça va être un petit peu long, mais si vous avez besoin d'envoyer vos salariés en formation et que vous avez un parcours de formation à prévoir, quand je dis parcours, c'est dans les 35 heures à peu près, hein, voilà, eh bien, on peut peut-être mettre en place le dispositif FNE. Voilà, donc il faut répondre à certains critères. Pourquoi cette formation? Est-ce que c'est lié à la crise sanitaire? Est-ce que vous êtes en difficulté économique? Est-ce que, enfin bon, voilà, il y a plein de questions. Donc on étudie la question sous l'angle du FNE et quand c'est pas possible, on bascule sur les financements classiques. Voilà, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Donc vous voyez qu'il y a quand même un large éventail de financements possibles et l'AFDAS accompagne la branche sport sur tous ces financements et a développé une offre de services également que je vais vous présenter. Donc vous avez différents outils aussi sur notre site internet pour vous aider. Il y a pas mal de guides. Mais on est là aussi pour vous apporter du soutien sur comment mettre en œuvre un projet de formation, un projet RH, comment bien recruter vos futurs salariés alternants, quels dispositifs, de quels outils vous pouvez disposer. On vous aide pour élaborer un plan de formation, par exemple, pour développer les compétences de vos équipes. Et puis, on vous conseille pour financer, assurer le suivi de vos projets formation. Donc ça, c'est toute l'offre de services. Là, il y a un slide qui n'a rien à faire là. Et puis,
dans notre offre de service aussi, on a développé d'autres outils qui sont très intéressants également. C'est ce qu'on appelle nos dispositifs appui-conseil. Donc là, je vous ai fait une petite slide simple en fait. On a 4 appuis-conseils là sur cette slide. Donc, on a un appui-conseil RH, donc tout ce qui est réorganisation des missions, tout ce qui est problématique RH dans un club. Donc ça, c'est l'appui-conseil RH. Vous voyez qu'on a aussi un appui-conseil RSE, donc tout ce qui est développement durable, achat responsable, bilan carbone, enfin tout ce qu'on peut, la QVT, quelle valeur je veux mettre en avant pour mon club, est-ce que je suis comment est-ce que je suis engagée sur le handicap, toutes ces choses-là. Vous avez aussi un appui conseil pour la transformation digitale de votre club. Il y a un accompagnement qui est fait sur tout ce qui est stratégie multicanal, déploiement de nouveaux services via le web, etc., etc. Et puis notre petit dernier qui est l'appui conseil rebondir, qui est un appui conseil qui peut être un petit peu plus léger, en tout cas plus court, pour vous aider justement à faire les bons choix sur la période crise après crise. Donc voilà. Donc ces appui conseils, c'est quoi? C'est un prestataire. Ce sont des prestataires qui ont été sélectionnés sur appel d'offres, qui ont répondu à notre appel d'offres, qui ont un cahier des charges bien précis, qui viennent vous accompagner sur la problématique qui vous intéresse. C'est une prestation qui fait au maximum 5 jours, qui est pour les moins de 50 salariés 100% financé. Donc ça, il n'y a aucun reste à charge pour le club. Donc il faut savoir que ça a une valorisation de, c'est à peu près 6 000 € l'appui conseil. Et ça n'est pas quelque chose qui impute vos budgets formation, et c'est un appui conseil qui est 100% financé. J'insiste parce que c'est important de le savoir. Et vous voyez que vous avez de beaux outils à votre disposition pour vous aider dans la structuration de vos clubs, que ce soit RH, RSE, transformation digitale. Il y a quand même la possibilité de faire des choses sympathiques. Voilà. Ici, je vous ai mis notre implantation. Donc, vous voyez que vous, en Bretagne, et notamment en Ille-et-Vilaine, vous avez une délégation qui est implantée à Rennes. On est basé dans la zone sud-est. Voilà, donc avec des interlocuteurs en région et moi comme référente notamment sur la Bretagne. Voilà. Ici, je vous ai mis des liens vers les critères du conventionnel, vers le dispositif FNE, bon, les rapports d'activité de l'AFDAS si ça intéresse certains. Et puis, également, je vous remets ici tous les petits outils que vous avez à votre disposition sur les contrats d'alternance. Voilà, et j'aurais pu aussi vous mettre les liens vers les kits dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque l'AFDAS vous outille aussi sur les entretiens professionnels qui sont obligatoires pour toutes les structures, quelle que soit leur taille, de 1 salarié à plus de 1000 salariés. L'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans. Un bilan doit être fait tous les 6 ans. Voilà, donc il est obligatoire de le mener et d'avoir le bon support, parce qu'en cas de contrôle, vous devez pouvoir produire le support qui va bien. Voilà ce que je peux vous dire dans un temps à peu près correct. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Alors, il y a une question d'Anne-Marie. Faut-il effectuer une demande préalable auprès de l'AFDAS avant d'inscrire un salarié pour une formation? Oui, alors tout à fait. Donc l'idéal, c'est de faire une demande de prise en charge au minimum 3 semaines avant le départ en formation. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable que vous sachiez si la formation elle peut être prise en charge. Même si vous n'avez pas utilisé votre budget, peut-être qu'on a un doute sur l'organisme de formation, par exemple, peut-être qu'il n'est pas référencé. Donc, plutôt que d'envoyer votre salarié et puis de faire la demande après, au risque que ce soit refusé, il vaut mieux le faire en amont.
même si il est vrai qu'on peut prendre en charge a posteriori. Si vous avez oublié de nous faire la demande ou s'il y a une urgence de formation, vous pouvez le faire après. Mais par contre, il y a des délais d'instruction qui sont au minimum de 15 jours. Donc voilà, il faut en tenir compte. Donc c'est pour ça que je vous dis au minimum 3 semaines avant, c'est bien de nous envoyer une demande de prise en charge, enfin de déposer votre demande de prise en charge sur votre espace adhérent, puisque désormais tout est dématérialisé. Chaque compte, chaque club doit avoir demandé son numéro adhérent et on doit créer un contact pour vous donner des droits d'accès pour faire vos demandes de prise en charge. Il n'y a plus d'envoi papier, plus d'envoi mail, tout doit se faire sur le site Maya comme MyAVDAS. Voilà. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. En tout cas, moi j'ai appris énormément de choses. Merci beaucoup. Bah, tant mieux, alors ça veut dire que c'était à peu près clair. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter hein, s'il y a des questions particulières. On a toute une équipe dédiée, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, la formation, c'est vrai que c'est pas toujours très simple, mais là j'ai essayé de vulgariser un petit peu les choses. Bon, j'espère que j'ai à peu près réussi. Très bien, merci beaucoup Corinne. C'était très clair et pareil, je rejoins Rosane, on a appris beaucoup de choses. Il y a vraiment un panel important de formation. Très intéressant. Bon, bah, c'est parfait. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Anaël, bonsoir. Si je puis me permettre d'intervenir. Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Christophe Burguer, président du comité départemental. Bonsoir, Madame Malaboff. Ce qui est important aussi, c'est que les clubs donc, qui sont employeurs actuellement se renseignent bien concernant à quel OPCO, effectivement, ils cotisent. Oui, alors c'est important, effectivement. Alors, on parlait de convention collective. Attention, il y en a qui doivent dépendre de l'animation et d'autres du sport. Ceux qui appliquent la convention collective du sport, et s'ils sont une structure qui emploie, qui ont une masse salariale, ils sont obligatoirement obligés d'adhérer à l'AVDAS. Il n'y a pas le choix. Parce qu'on a sur le département hein, beaucoup de nos clubs qui sont en omnisport. Hein, donc les sections n'ont pas d'existence juridique, donc c'est l'omnisport qui est employeur. Et donc il faut absolument que l'ensemble des clubs vous alliez effectivement vers votre direction d'omnisport pour savoir si effectivement vos salariés dépendent de la Convention nationale du sport ou de la Convention des animateurs socioculturels. Et donc à ce moment-là, effectivement, vous pourrez soit effectivement prendre contact avec et puis travailler avec l'AFDAS, ou sinon effectivement c'est d'autres OPCO, comme l'a présenté tout à l'heure Madame. Exactement. Et on rencontre, même si par exemple vous avez une structure omnisport avec différentes sections et que toutes les sections dépendent par exemple de la convention collective du sport, ça arrive. Mais attention, vous me donnez l'opportunité de préciser quelque chose. Chez nous, à l'AFDAS, enfin dans les OPCO en général, un sirène égale un compte. Et c'est pas un sirette. C'est le sirène qui a le compte. Donc c'est important de le préciser, puisqu'il y a quand même pas mal de confusion en ce moment, puisqu'on est en période de collecte. J'ai le cas là de structures où ils ont chacun fait des déclarations, les différentes sections, alors que normalement il y a une maison mère entre guillemets, et il y a 4 établissements et ils doivent dépendre de la maison mère et tout doit passer par la maison mère. C'est la maison mère qui a le budget, c'est la maison mère qui fait les demandes de prise en charge. D'où des difficultés, j'en conviens, j'en suis bien consciente, mais aujourd'hui, c'est comme ça. En tout cas, merci Madame Malaboff pour votre présentation qui était extrêmement claire et extrêmement instructive. Merci, merci. Très bien, on va continuer avec la dernière présentation sur les aides financières présentée par Romy Charles. Bonjour à tous.
Je te laisse défiler le diapo, Anaëlle, ou tu veux que je prenne la main dessus? Non, je vais pouvoir le faire. Je vais juste. Normalement, c'est bon, j'ai repris. Hop, c'est bon, c'est parti. Ça marche, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis là pour vous présenter les différentes aides financières dont vous pouvez bénéficier. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur notamment l'activité partielle pour tout ce qui est club employeur, le fonds de solidarité, également le fonds de développement à la vie associative qui est disponible sur l'île-et-Vilaine en ce moment, un petit point sur le mécénat des licences dirigeantes et sur la plateforme participative Soutiens ton club. Donc, au niveau de l'activité partielle, comme vous le savez, il y a un financement qui est pris en charge par l'État. Actuellement, on est à 70% du salaire brut perçu par le salarié et une indemnisation de 60% pour l'employeur. Ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que ces pourcentages-là vont peut-être baisser en fonction de la crise sanitaire, de l'évolution de la crise sanitaire. Il avait été annoncé qu'à partir du 1er avril 2021, on aurait une diminution, notamment pour le salarié, qui passerait pas de 70, mais à 60% de son salaire, et une allocation pour l'employeur qui ne serait plus de 60%, mais de 36%. Donc ça, c'est des informations qu'il faut que vous gardiez en tête, dans un petit coin de la tête. Au niveau de la demande sur l'activité partielle, elle est à faire à l'initiative de l'employeur, donc du responsable de l'association. C'est une justification qui se fait en ligne. Donc vous allez sur la déclaration en ligne activité partielle.emploi et vous pouvez ainsi faire la déclaration pour vos salariés. Elle se fait sur 1 ou 2, voire maximum 3 mois à l'avance. Je sais que nous, au sein de mon club, on l'a fait pour janvier, on ne pouvait pas aller au-delà du mois de mars. Après, charge à vous, chaque club, de pouvoir compléter le salaire ou non de votre employé si la politique de votre club et les ressources vous le permettent également. Donc, c'est une première source de revenus qui vous permet aussi de combler et de vous accompagner justement sur cette activité salariale qui est mise un petit peu en stand-by en ce moment. Au niveau du fonds de solidarité, donc encore une fois, on est sur des associations qui sont employeurs, et qui vont avoir moins de 50 salariés. C'est vraiment un fonds qui est très facile d'accès et qui va toucher énormément de structures, puisqu'on est sur une comparaison du chiffre d'affaires entre l'année 2020-2021 et l'année 2019. Donc, de façon simple, par exemple, pour le mois de décembre, vous comparez donc votre chiffre d'affaires, donc toutes les recettes que vous avez perçues, vous enlevez les dons et les subventions que vous avez touchés pour le club, ce qui va vous donner votre chiffre d'affaires, et vous le comparez au montant de 2019. Une fois que cette comparaison est faite, si vous voyez une différence d'au moins 50%, vous allez pouvoir aller sur le site impôts.gouv et demander une aide financière. Là-dessus, l'aide financière a évolué aussi, puisqu'avant, on était à 1 500 € par mois. Et maintenant, on peut avoir une aide financière qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc, pour vous montrer comment faire, je vous ai mis un petit explicatif. Moi, personnellement, je l'ai fait pour mon club. C'est très rapide. Si vous avez les informations de votre trésorière, c'est super rapide. Donc, comment faire? L'un des représentants du club se connecte sur son espace particulier d'impôts.gouv, donc vraiment votre espace personnel à vous. Une fois que vous êtes connecté, vous vous rendez sur votre messagerie sécurisée. Donc, en haut des onglets, vous avez le petit onglet de messagerie et vous allez sur échanger et écrire un message. Et dans écrire, vous avez un message qui est tout en bas qui demande l'aide des... Excusez-moi, je ne le lis pas très bien sur mon ordinateur. Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Donc, cette aide-là, à la base, elle était ouverte qu'aux entreprises. Et depuis mai, elle est ouverte aussi aux associations. Donc, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez sélectionné le message, vous allez pouvoir sélectionner la période pour laquelle vous faites la demande.
Donc là, actuellement, vous avez 2 périodes qui sont encore ouvertes. Donc, vous avez le mois de décembre et vous avez le mois de janvier. Donc, comme vous pouvez le voir, la demande doit être clôturée au plus tard le 31 décembre pour la période du mois de janvier. Et il faut faire une demande pour chaque mois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devez recommencer la même demande. Donc, quand vous avez sélectionné la période que vous souhaitez, vous allez pouvoir indiquer votre numéro SIRET du club et ensuite, ça va retrouver directement la structure. Une fois que vous avez rempli les informations, vous avez un deuxième onglet du coup qui apparaît avec lequel vous allez sélectionner que vous êtes un club, donc que votre activité, c'est une activité de club de sport pour vous identifier. Vous allez pouvoir répondre aux différentes questions qui sont indiquées et notamment bien indiquer le nombre de salariés que vous possédez au sein de la structure, aussi bien en CDD qu'en CDI. Ensuite, vous avez une partie coordonnées. Donc, c'est tout simplement pour avoir le lien entre la personne qui fait la demande et le service d'imposition. Au niveau du calcul de l'aide, vous allez pouvoir cocher la deuxième case, notamment mon entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption sur la période. En fonction de la case qui vous correspond, si la structure a été complètement fermée sur la période, vous pouvez cocher la première ou la deuxième. Ça va vous ouvrir exactement quasiment les mêmes sources d'informations à remplir par la suite. Donc, une fois que vous avez sélectionné la case, vous allez avoir simplement 3 informations à saisir, qui sont donc le chiffre d'affaires mensuel de la période de référence, c'est-à-dire l'année 2019. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que même pour l'année 2021, donc par exemple, si vous faites la demande pour janvier 2021, il faudra prendre en considération votre chiffre d'affaires de janvier 2019. On se base toujours sur l'année 2019. Donc, vous indiquez votre chiffre d'affaires en haut. Sur la deuxième case, vous allez indiquer le chiffre d'affaires de votre mois actuel, ce qui va vous calculer automatiquement une différence en euros et en pourcentage. Et tout en dessous, sous réserve des contrôles de l'administration, votre aide sera, et ça vous indique le montant d'éligibilité de votre aide. Une fois que vous avez le montant et que vous êtes sous réserve des contrôles éligibles, vous allez pouvoir continuer la saisie de la demande. La saisie reste très simplifiée encore derrière puisque vous n'avez plus qu'à rentrer du coup, les coordonnées bancaires de l'association, terminer les dernières informations sur les déclarations notamment et le fait que vous n'ayez pas forcément de dette ou perçu beaucoup plus d'aide que ce que vous n'avez le droit. Et ensuite, vous validez. Une fois que vous avez validé, ça va vous envoyer, vous, un mail vous disant que votre dossier a bien été envoyé. Vous recevez généralement le lendemain un courriel de validation qui vous informe que votre projet est éligible ou non. Pour l'instant, me concernant, je n'ai jamais eu de retour négatif. J'ai toujours eu une réponse sous moins de 24 heures et avec un retour positif et du coup un versement de l'aide sous moins de 48 heures. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide. Vous n'avez aucune pièce justificative à prouver. On est vraiment là pour l'instant sur du déclaratif. Par contre, c'est bien indiqué que les services d'imposition peuvent vous demander des justificatifs en cas de besoin. Donc, ayez bien sous la main un jour les justificatifs, notamment vos évolutions de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment un processus qui est simple, rapide et qui vous permet d'avoir une aide financière assez conséquente et qui arrive rapidement sur la trésorerie de votre club. Alors, un deuxième fonds qui est en place, c'est le fonds de développement à la vie associative. Je me suis renseignée un petit peu sur le sujet de façon assez large pour pouvoir vous le présenter, puisqu'il est encore ouvert jusqu'au 15 mars. Donc, c'est un fonds qui est sur une démarche administrative en ligne, c'est-à-dire que vous avez déposé un dossier en ligne
sur le site Démarche simplifiée. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations relatives à ce fonds sur le lien qui est mis sur le PDF, sur le PowerPoint, que vous enverra le comité à la fin de la réunion. Donc, sur chacune des diapositives, vous avez un lien à chaque fois qui vous renvoie sur la source d'information. Donc, ce fonds, il met en avant 2 formes de projets, aussi bien le fonctionnement de votre association que les projets nouveaux, un petit peu innovants. Il est ouvert à toutes les associations, employeurs ou non, mais il y a vraiment une priorité qui va être mise en place sur les associations qui ne vont être qu'uniquement bénévoles ou avec très peu de salariés. Donc, vous allez pouvoir valoriser aussi bien des projets de la vie courante en valorisant l'implication de vos bénévoles, la contribution au dynamisme de la vie locale, à la vie du club, que des événements un peu plus innovants, comme des coopérations entre deux associations, par exemple. Aussi bien une association sportive, entre 2 associations sportives, mais qu'une association culturelle et une association sportive. L'aide minimum accordée dans le cadre de ce fonds est de 1 000 €, est indiquée de 1 000 € et peut aller jusqu'à 10 000 € à titre exceptionnel. Sur les points de vigilance qu'il y a à prendre en compte sur cette aide-là, on va être sur des demandes, sur des actions qui ne vont avoir lieu qu'en 2021. C'est-à-dire que les actions passées ne peuvent plus être éligibles au projet. C'est vraiment sur de la projection d'actions. On va être sur une demande de subvention qui ne peut pas dépasser 50% du budget de l'association. Pas forcément du budget de l'opération, mais de l'association ici. C'est bien précisé comme tel. Et avec un budget à proposer à l'équilibre, comme dans toutes vos demandes de subvention. Si vous voulez plus d'informations sur ce fonds-là, qui est encore éligible, vous avez encore 400 jours pour pouvoir déposer. Je vous invite soit déjà à vous rendre sur le site internet ou le plus simplement à contacter la DRJSS de Bretagne, la Direction régionale Jeunesse et Sport Cohésion sociale, qui elle est en charge de ce type de projet. Voilà pour le fonds, les fonds que dont vous pouvez bénéficier. Je vais vous parler rapidement du mécénat sur les licences directes. Oui. Oui, Romy, bonsoir, Christophe. Est-ce qu'il y aura une extension au niveau de la période là, par rapport à ce fonds de la vie associative? Je ne sais pas du tout. Parce que ce fonds-là… Le 15 mars, c'est demain. Et il n'y a pas de projet d'extension de la période pour déposer des dossiers. Alors, je ne sais pas du tout parce que ça, ce n'est pas du tout un fonds fédéral. C'est un fonds que j'ai… c'est un fonds de l'État là-dessus. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se renseigne directement, nous, au niveau de l'ADR. Voilà, c'est ça. Ça va être directement au niveau de l'ADR. Peut-être qu'il y a eu une extension du délai. Moi, en grattant un petit peu, j'ai vu que ce fonds était encore actif, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour ceux qui n'en avaient peut-être pas encore bénéficié et qui avaient des projets sous la main de le solliciter. Il est assez rapide à remplir. Moi, je me suis penchée dessus. On est sur on reste sur une demande de financement, hein, donc c'est quand même des budgets à saisir, de l'explicatif, mais on est sur des choses assez similaires à d'habitude, c'est-à-dire quel public est visé, le lieu de l'action, développer un petit peu l'action, comment elle va se passer, qui va l'encadrer, et après c'est une budgétisation de l'action. C'est vrai que s'il y avait un délai d'extension concernant le dépôt des dossiers, ça pourrait, dans le cadre d'opérations basket santé, par exemple, on pourrait effectivement aider nos associations et nos clubs sur le territoire. Alors, je prends l'exemple du basket santé, mais effectivement, éventuellement déposer un dossier. Tout à fait. Mais là-dessus, j'ai absolument pas la main. Je peux pas te répondre favorablement à ça, même si j'aimerais bien, mais c'est pas moi qui ai la main là-dessus. Je crois que le fonds a ouvert début février, si je me trompe pas. Donc, il y avait à peu près 1 mois et demi d'ouverture de dépôt de dossier. On va essayer de se renseigner de façon à pouvoir communiquer au club éventuellement. Voilà, ça marche. Donc là, c'était vraiment la première partie, c'était vraiment des fonds
des fonds à aller pouvoir récupérer, notamment auprès des DR et de l'État. Là, on est sur une autre partie, on va être plus sur du mécénat. C'est-à-dire que je vais vous parler du mécénat sur les licences dirigeantes et puis après du projet soutien ton club qui est aussi une forme de mécénat. Donc, j'ai eu l'information récemment, alors je ne sais pas si tout le monde en était au courant, mais que les responsables bénévoles des clubs, donc toutes les personnes qui ont une licence dirigeante, une adhésion dans une structure, peuvent faire valoir d'un don à l'association et donc d'une réduction d'impôt sur leur adhésion de licence. Donc, ça fonctionne vraiment uniquement sur les licences bénévoles, puisqu'on n'a pas de contrepartie. Dans le mécénat, vous ne devez pas avoir de contrepartie. Donc, c'est vraiment que pour les personnes qui ne vont pas avoir accès aux équipements, aux cours collectifs, aux compétitions. Donc, toutes ces personnes-là peuvent avoir une réduction de 66% d'impôt sur la licence dirigeante. Alors, je peux entendre que la licence dirigeante, ce n'est pas forcément la licence la plus excessive au sein d'une association, mais c'est déjà une première partie qui peut permettre d'avoir un certain équilibre avec vos bénévoles pendant cette période. À savoir également que sur les licences du coup, sportives, il y a eu un communiqué de presse dernièrement avec l'ensemble des présidents des fédérations de clubs de salles, donc notamment le président de la fédération de basket, de volley et de handball, qui ont sollicité l'État et le ministère des Sports pour obtenir potentiellement une défiscalisation des licences sportives, elles. Donc, pour faciliter justement la conjoncture actuelle et permettre aux clubs de pouvoir garder justement cet encaissement de licence ou du moins une partie et de laisser les bénévoles, les licenciés récupérer eux de leur côté et de trouver un équilibre là-dessus. De ce côté-là, pour l'instant, la réponse semblait négative de la part de l'État. Donc, c'est toujours une discussion, il n'y a pas eu de retour officiel à ce jour. Et donc voilà. Pour la partie mécénat sur les licences. Au niveau du mécénat, justement, il y a Excuse-moi. Ah non, il y avait juste une remarque de Jean-Paul Renaud. En France, 49% des foyers payent des impôts. Donc oui, effectivement, voilà. Je te laisse rebondir. Mais... C'était justement une des remarques, du ministère des Sports là-dessus, c'est que tout le monde ne paye pas d'impôts et donc il y aurait des personnes qui seraient lésées dans cette démarche-là. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui a été sollicité et qui a été du coup réappuyé par les présidents des fédérations en disant oui, mais justement, ces 49%-là pourraient eux en bénéficier et ça pourrait être un avantage pour ces personnes. Donc, c'était vraiment un discours un peu à double tranchant. Excusez-moi, Céline Laroche-Le-Pont, trésorière du MMBC. J'ai une question par rapport à cela. Nous, on avait éventuellement envisagé la possibilité de transformer les licences qu'on ne va pas rembourser en donation pour le club. Et du coup, ça aurait pu donner lieu justement à la récupération des 66% sur les impôts. Mais du coup, là, ce serait illégal. Voilà, en fait, ça serait une manière détournée en fait de faire ça. J'ai assisté à une réunion il y a 2 semaines avec justement sur les aides, etc. Et il y a eu ce débat sur la défiscalisation et le mécénat. Si vous allez justement dans le PowerPoint, si vous allez sur l'onglet d'avant, il me semble que j'ai mis la foire aux questions qui avait été faite. Et sinon, je vous l'enverrai. La foire aux questions qui a été faite sur les nouvelles pistes de financement du sport, puisque cette question avait été posée sur les licences sportives et cette idée de défiscaliser et de transformer en don. Et la réponse était tournée dans le sens que ça serait une manière détournée justement de la défiscalisation et ça ne serait pas forcément la meilleure option. Si je comprends bien. D'accord, on va s'abstenir. Ça marche, merci. Voilà. Je vais essayer Anaïs, tu me feras penser à t'envoyer la boîte à questions de cette intervention. Comme ça, vous aurez justement des questionnements qui s'étaient posés et peut-être que ça va aussi vous répondre à des questions que vous vous demandez en ce moment. Pas de souci.
Et donc, le dernier dispositif, c'est le site internet Soutiens ton club, qui a été lancé en mai 2020 par la Fondation du Sport. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a eu un moment donné où il y avait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux par ce site internet, qui n'est ni plus ni moins qu'une plateforme de financement participatif pour les clubs sportifs en France. Donc, comment elle fonctionne? Des personnes d'un club peuvent inscrire leur club sur la plateforme, donc en indiquant des informations importantes et relatives au club, notamment le RIB, après qui en est dirigeant, le numéro SIRET, le numéro SIREN, etc. Vraiment des informations précises. Une fois que le club est inscrit du coup sur la plateforme, toute personne peut effectuer donc un don à ce club. Donc, on est sur un don qui peut être aussi bien fait par une entreprise que par un particulier. Et en étant rattaché à la plateforme, le club participe également donc, au fonds de solidarité global qui est mis en place par le site internet. Donc, c'est vraiment du financement participatif, c'est-à-dire qu'on va être sur une plateforme comme vous pouvez connaître des fois ou comme les budgets participatifs dans les collectivités. Moi, je peux me connecter avec mon identifiant personnel et je peux aller faire un don à autant d'associations que je le souhaite. Si je fais un don de 100 € pour, par exemple, mon club, 10% de ce don va être reversé dans le fonds de solidarité globale et 90% pour l'association en elle-même. Et ce fonds de solidarité globale restitue ensuite tout cet argent à tous les clubs qui sont inscrits sur la plateforme. Donc, vous pouvez faire autant de dons que vous le souhaitez, en tant que particulier et en tant qu'entreprise. Et donc, du coup, vous avez les avantages du mécénat qui apparaissent directement après, puisque vous avez en tant qu'entreprise la réduction d'impôt également. En tant que donateur, vous allez avoir aussi la déduction d'impôt personnel. Et vous allez surtout, ce qui permet aussi une logistique assez intéressante là-dessus, c'est que le site internet vous fournit directement votre bon CERFA pour la déduction d'impôt. C'est-à-dire que moi, je fais mon don, je rentre mon adresse mail avec mes coordonnées, et sous 72 heures, il me semble, je reçois par mail mon bon CERFA qui justifie de mon don à l'association et qui me permettra par la suite d'avoir ma réduction d'impôt. Alors, c'est une plateforme qui contient beaucoup de clubs. Je sais que c'est un financement un petit peu particulier, puisqu'encore une fois, dans cette période, on demande aux gens de venir faire des dons. Certains clubs ont énormément de recettes et arrivent à avoir une belle enveloppe. D'autres, à contrario, sont dessus, entre guillemets, un petit peu plus pour l'aspect participatif et montrer qu'ils sont dans cette démarche. Mais ça peut fonctionner, c'est une ressource supplémentaire que vous pouvez solliciter si vous en avez besoin. Voilà pour les 4 axes assez développés de manière rapide, mais j'espère avoir été à l'essentiel là-dessus. Pour le mécénat sur les licences dirigeantes, je vois, c'est vous en tant que club qui fournissez le CERFA puisque vous allez être agréé. Vous allez pouvoir faire la demande. En fait, c'est comme le CERFA, comme quand vous faites la déduction, par exemple, des frais kilométriques. Donc, là, vous avez un CERFA particulier pour le don. Ce n'est pas exactement le même que les frais kilométriques, mais c'est à la charge du club de le faire pour le mécénat des licences. C'est des CERFA types que vous pouvez retrouver sur Internet. Oui, Romy, il faut quand même que les associations soient habilitées à recevoir du mécénat. Je ne parle pas pour les frais kilométriques, mais pour le reste. Tout à fait. Or, je ne suis pas sûr… Pour le mécénat, il faut que les associations… Oui, pour le mécénat, il faut que les associations soient habilitées à recevoir, que les clubs soient habilités à recevoir du mécénat. Tout à fait.
Oui, tout à fait. Pas pour les frais kilométriques. Les frais kilométriques, toute association peut le faire. Oui, c'est Mais ça. pour le reste, il faut effectivement qu'elle soit habilitée à recevoir le mécénat, hein, qu'elles aient fait la demande auprès, ou qu'elles aient rempli éventuellement le rescrif auprès de l'URSSAF. Voilà, après, c'est une démarche à faire qui, une fois qu'elle est faite, voilà, c'est une bonne chose. Et je pense que, enfin, je sais pas sur le territoire de la Bretagne, moi en tout cas, je sais que dans mon secteur aux alentours de chez moi, il y a énormément d'associations qui ont fait cette démarche-là, notamment pour développer le mécénat au sein des clubs. Ouais, il va falloir que nous, on entreprenne une démarche sur le territoire, parce que ce soit sur le territoire breton ou sur le territoire, enfin, et notamment sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, je ne suis pas persuadé, effectivement, comme c'est mis, que ça a été fait. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Anaëlle, de toute façon, tu as la présentation, donc tu pourras la faire passer à tous et puis je te cherche de suite le document dont je parlais. Oui, effectivement, c'est pas auprès de l'URSSAF. Merci, merci à Valérie et à Cécile. C'est auprès, effectivement, de la direction des finances publiques. Je me suis trompé. Merci beaucoup, Romy, pour cette présentation. Donc, effectivement, là, j'ai ton diapo. Une fois que j'aurai le diapo des deux autres intervenantes, je l'enverrai à tous les clubs, ainsi que la visio de ce soir pour que vous puissiez revoir, et ainsi que si les autres clubs n'ont pas pu assister, qu'ils n'hésitent pas à retrouver toutes ces informations vues ce soir.